Mes parents m'ont banni du repas de Noël, en disant « Ton bonheur est trop douloureux à voir pour ta sœur ». J'étais à la maison, malade, quand j'ai vu les photos d'eux faisant la fête avec son ex-mari dans ma maison. J'ai simplement souri et j'ai dit « Ils ont oublié une chose, je sais quand le bail se termine ». La trahison n'a pas commencé par un cri ou une dispute. Elle a commencé par le bourdonnement calme et persistant de mon téléphone un mardi soir, vibrant contre la surface en acajou de ma table basse. J'étais déjà dans un état vulnérable, recroquevillé sous une épaisse couverture tricotée, soignant une tasse de thé au miel et au citron qui était devenue froide depuis longtemps. La grippe saisonnière m'avait frappé de plein fouet cette semaine-là, laissant mes membres lourds comme du plomb et ma tête enveloppée dans un épais brouillard de congestion. J'avais pris quelques jours de congé de mon poste de directrice principale du marketing, une occurrence rare pour moi. Habituellement, j'étais celle qui tenait bon, celle qui arrivait tôt et restait tard, celle qui réglait les problèmes avant même que quiconque ne réalise qu'ils existaient. Mais ce soir-là, j'étais juste Élodie, fatiguée, endolorie et impatiente de retrouver le confort de la famille. Noël était dans 2 jours. C'était censé être une double célébration. Non seulement c'était notre rassemblement traditionnel, mais c'était aussi la première fois que la famille élargie allait célébrer correctement mes fiançailles avec Julien. Julien m'avait demandé en mariage 3 semaines auparavant, un moment calme et magnifique sur une jetée pluvieuse qui nous ressemblait parfaitement. La bague à mon doigt semblait encore neuve, une promesse lourde et étincelante d'un avenir qui m'appartenait enfin. J'ai attrapé le téléphone, plissant les yeux devant l'écran lumineux. C'était ma mère, Gabrielle. « Salut, maman », ai-je dit d'une voix rauque, épaisse de sommeil et de maladie. J'allais justement t'appeler pour te demander à quelle heure je devais arriver jeudi. J'apporte bien le vin et les tartes artisanales, n'est-ce pas? Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Ce n'était pas le silence confortable d'une connexion. C'était un silence lourd et chargé, le genre qui précède les mauvaises nouvelles. Élodie, chérie, commença Gabrielle, sa voix descendant dans ce registre spécifique qu'elle utilisait lorsqu'elle était sur le point de demander une faveur ou d'annoncer un coup qu'elle pensait être pour le mieux. C'est en fait. Eh bien, c'est pour cela que j'appelle. Je me suis redressé, ignorant les pulsations dans mes tempes. Est-ce que tout va bien? Est-ce que papa va bien? Oh, Henri va bien. Tout le monde va bien, dit-elle rapidement. Trop rapidement. C'est juste. C'est Manon. Manon, ma sœur aînée. Le nom seul provoquait un réflexe de tension dans mes épaules. Manon, qui avait 32 ans mais se comportait comme si elle en avait 16. Manon, dont la vie était un tourbillon constant et chaotique de hauts très hauts et de bas catastrophiques, exigeant tous une intervention familiale immédiate et totale. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé, bien que je calculais déjà mentalement combien d'argent cela allait me coûter. Elle est dévastée, Élodie. Absolument dévastée, soupira Gabrielle. Une expiration dramatique qui crépitait dans le haut-parleur. Elle et son mari. Les choses ont fini par imploser. Il la quitte. Il divorce. Elle est venue ce matin en larmes, à peine capable de parler. Oh, ai-je dit, ressentant un élan de sympathie sincère malgré moi. Le mariage de Manon avait toujours été instable, mais le divorce était un mot lourd. Je suis désolé d'entendre cela. C'est horrible. Ça l'est, confirma Gabrielle. Elle est fragile en ce moment, comme du verre. Nous devons être très, très prudents avec elle. Bien sûr, ai-je dit. Je ne l'évoquerai pas. Nous pouvons simplement avoir un dîner tranquille. Garder les choses légères. Non, Élodie, Gabrielle me coupa la parole. Tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas seulement de garder les choses légères. Il s'agit de... Eh bien, il s'agit de toi. J'ai cligné des yeux, confuse. De moi? Que ai-je fait? Tu n'as rien fait, ma chérie, dit-elle, son ton dégoulinant de cette douceur condescendante qui me faisait toujours grincer des dents. C'est juste ta situation. Tu rayonnes. Tu réussis. Et plus important encore, tu es fiancé. Tu as la bague, le fiancé, toute l'histoire du « ils vécurent heureux » qui commence dès maintenant. Manon regarde sa vie s'effondrer pendant que la tienne se construit parfaitement. C'est trop de contraste. Ce serait cruel d'étaler ton bonheur sous ses yeux en ce moment. Je suis devenu glacial. Étalé? Maman, je viens simplement dîner.
Je n'allais pas porter une enseigne lumineuse. Ta présence et l'enseigne, Élodie, claqua-t-elle, puis elle s'adoucit. Écoute, ton père et moi en avons discuté. Nous pensons qu'il est préférable que tu ne viennes pas cette année, juste pour ce Noël-ci. Donne à Manon l'espace nécessaire pour faire le deuil de son mariage sans avoir à regarder ta bague de fiançailles à l'autre bout de la table. C'est une miséricorde, vraiment. La pièce sembla tourner légèrement. Vous m'enlevez mon invitation pour Noël? Nous te demandons de prendre du recul, corrigea-t-elle, comme si la formulation changeait la réalité, pour ta sœur. Tu es la forte, Élodie. Tu l'as toujours été. Tu as Julien. Tu as ta carrière. Manon n'a rien en ce moment. Ne peux-tu pas lui donner cette seule journée? J'ai serré le téléphone si fort que mes articulations sont devenues blanches. Je voulais hurler. Je voulais lui dire que j'étais malade, que j'avais besoin de ma mère, que je voulais célébrer mes fiançailles avec les personnes qui étaient censées m'aimer. Mais les années de conditionnement, les décennies passées à être l'enfant facile, celle qui répare tout, ont pris le dessus. Très bien, elle chuchotait, ma voix se brisant, si c'est ce dont elle a besoin. Oh, merci, ma chérie. Je savais que tu comprendrais, dit Gabriel, son soulagement palpable. Tu es une si bonne sœur. Nous te revaudrons cela. Peut-être pour le nouvel an. Nous t'aimons. La ligne s'est coupée. Je suis restée assise là, dans la pénombre de mon salon, le silence pesant sur moi. J'ai regardé ma bague de fiançailles, captant le reflet du lampadaire à l'extérieur. Elle ne ressemblait plus à un triomphe, elle ressemblait à une raison d'exclusion. J'ai senti une larme couler sur ma joue fiévreuse, chaude et cuisante. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. Les 48 heures suivantes furent un flou de misère physique et d'oscillation émotionnelle. J'ai passé le jour de Noël en pyjama, la fièvre finissant par tomber mais me laissant faible et vidé. Julien, que Dieu le bénisse, était furieux. Ils ne peuvent pas faire ça, Élodie, avait-il dit en faisant les 100 pas dans notre cuisine tout en arrosant un petit chapon qu'il avait acheté pour que nous puissions avoir notre propre dîner de fortune. C'est ridicule, ta famille. On ne jette pas un enfant dehors pour en couver un autre. C'est toxique. Ce n'est pas me jeter dehors, avais-je argumenté faiblement depuis mon nid de couverture sur le canapé. C'est du triage. Manon est en crise. Je vais bien. Ils donnent simplement la priorité à l'urgence. C'est comme ça qu'ils sont. Manon est toujours l'urgence, rétorqua Julien en pointant une spatule vers moi. Depuis que je te connais, elle a eu une crise pour son travail, sa voiture, le chien du voisin et sa couleur de cheveux. À un certain moment, ce n'est pas une crise, Élodie, c'est un mode de vie. Je savais qu'il avait raison, mais l'admettre me faisait l'effet d'une amputation. Je voulais croire que mes parents faisaient simplement de leur mieux dans une situation difficile. Je voulais croire que mon sacrifice comptait. Qu'en restant à l'écart, j'aidais sincèrement ma sœur à guérir d'un divorce traumatisant. J'ai mangé le repas que Julien avait préparé. C'était délicieux, bien meilleur que la dinde sèche de ma mère. Mais la nourriture avait un goût de cendre dans ma bouche. Je les imaginais dans la maison familiale, une table sombre et silencieuse, Manon pleurant dans sa purée de pommes de terre, mes parents la consolant. Je ressentais un élan de culpabilité de simplement être heureuse avec Julien pendant qu'elle souffrait. 2 jours plus tard, le samedi matin, je me sentais physiquement mieux. Le brouillard s'était suffisamment dissipé pour que j'ouvre mon ordinateur portable et rattrape quelques courriers électroniques. Par habitude, j'ai ouvert un nouvel onglet et cliqué sur les réseaux sociaux. Je ne publiais pas beaucoup, mais j'aimais voir ce que faisaient mes amis. L'algorithme, cruel et efficace, plaça les photos tout en haut de mon fil d'actualité. Elles avaient été publiées par mon cousin, qui avait manifestement été invité au petit dîner de deuil privé. L'album s'intitulait « Le meilleur Noël de tous les temps ». La famille et tout. Mon cœur a martelé contre mes côtes alors que je cliquais sur la première image. C'était la salle à manger. Ma salle à manger techniquement, bien que je ne l'ai jamais dit à voix haute. La table était dressée avec la belle vaisselle en porcelaine. Et là, assise en bout de table, ce n'était pas une Manon éplorée et dévastée. C'était une Manon rayonnante. Elle renversait la tête en arrière dans un éclat de rire, une coupe de champagne à la main. Elle portait une nouvelle robe, une que j'avais reconnue dans un catalogue de créateurs vus récemment. Et à côté d'elle,
à côté de la femme qui était censée être tellement brisée par son divorce que ma simple présence l'aurait anéantie, se trouvait son mari, Marc. Il ne lui remettait pas de papier de divorce. Il n'était pas absent. Il était assis juste là, son bras posé nonchalamment sur le dossier de sa chaise, souriant à quelque chose que mon père, Henri, disait. J'ai cliqué sur la photo suivante. Manon et Marc s'embrassant sous la lumière du porche. Photo suivante, ma mère Gabrielle serrant Marc dans ses bras. Légende, j'aime mon gendre. Tellement reconnaissante pour l'unité familiale. Photo suivante, une photo de groupe, mes parents, Manon, Marc, mes cousins, ma tante, tout le monde souriant, tout le monde heureux. Il n'y avait pas de divorce. Il n'y avait pas de crise. La pièce devint silencieuse. L'air en fut aspiré. Je suis resté figé, fixant l'écran. Le mensonge était si flagrant, si insouciant qu'il n'avait même pas demandé à mon cousin de ne pas publier les photos. Il se moquait que je les voie. Ou peut-être supposait-il simplement que j'étais si stupide, si aveuglément loyal que je ne poserais pas de questions. Il ne m'avait pas désinvité parce que Manon était triste. Il m'avait désinvité parce qu'il ne voulait tout simplement pas de moi là-bas. Il voulait la fête, l'amusement, l'attention sur Manon sans la compétition de mes fiançailles. Il voulait célébrer sans la seule personne qui les faisait se sentir inadéquats par comparaison. Ils ont menti, ai-je chuchoté à la pièce vide. Julien entra avec 2 tasses de café. Il vit mon visage et se figea. Élodie, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai tourné l'ordinateur portable vers lui. Il scruta l'écran, son expression passant de la confusion au choc et finalement à une colère froide et dure. Elle n'est pas divorcée, dit-il d'un ton plat. Non, ai-je répondu, ma voix gagnant en force. Elle ne l'est pas. Ils m'ont forcé à rester seul à la maison, malade pendant un jour férié, pour un mensonge. Oui. J'ai regardé à nouveau la photo d'eux mangeant dans cette salle à manger. J'ai regardé les murs de la maison en arrière-plan. J'ai regardé le festin coûteux sur la table. Un calme froid m'a envahi. C'était une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant, la mort de l'espoir et la naissance de la stratégie. Ils ont l'air si à l'aise, ai-je murmuré, en zoomant sur la posture détendue de mon père. Ils ont l'air si en sécurité. Élodie, dit Julien doucement, posant le café et venant poser une main sur mon épaule. Je suis tellement désolé. Je vais les appeler. Non. En lui coupant la parole, je me suis levé, refermant l'ordinateur portable d'un coup sec. Tu ne les appelleras pas, et moi non plus. Tu vas laisser passer ça, demanda Julien, incrédule. Je ne laisse rien passer, ai-je dit, marchant vers la fenêtre et regardant l'horizon gris. Je vais les laisser croire qu'ils s'en sont sortis. Je vais les laisser croire que je suis la même Élodie Paillasson qui s'excuse de prendre de la place. Je me suis retourné vers lui et, pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Ce n'était pas un gentil sourire. Ils ont eu une superbe fête, ai-je dit doucement, mais ils ont oublié une chose cruciale. J'ai tapoté ma tempe. Je sais quand le bail se termine. Pour comprendre pourquoi cette trahison a été si profonde, il faut comprendre l'histoire. Il faut comprendre la quantité de moi-même que j'avais versé dans le vide abyssal qu'était l'approbation de ma famille. J'étais la sœur cadette, mais j'avais toujours été le parent. Depuis l'âge de 16 ans, c'était moi qui remplissais les formulaires, me souvenais des rendez-vous et arbitrais les disputes. Mes parents, Gabrielle et Henri, étaient des gens charmants. Ils étaient l'âme de la fête, excellents dans les rassemblements sociaux, mais fonctionnellement incompétents dans la gestion de la vie. Ils étaient terribles avec l'argent, allergiques à la responsabilité et enclins à la pensée magique. Ensuite, il y avait Manon. Manon était l'enfant prodige. Elle était belle, charismatique et complètement démunie. Elle était le soleil autour duquel mes parents gravitaient. Si Manon avait un rhume, la maison entrait en confinement. Si Manon ratait un examen, c'était la faute du professeur. Si Manon démolissait sa voiture, c'était la faute de la route. Moi, en revanche, j'étais la joueuse polyvalente. C'est moi qui obtenais de bonnes notes pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter. C'est moi qui avais obtenu une bourse pour qu'il n'ait pas à payer. C'est moi qui avais construit une carrière dans le marketing, grimpant les échelons de l'entreprise avec détermination juste pour avoir de la stabilité. Et qu'ai-je fait de cette stabilité? Je l'ai partagée. Il y a 3 ans,
Les dépenses imprudentes de mes parents ont fini par les rattraper. Ils faisaient face à une saisie immobilière sur la maison familiale, la maison où j'ai grandi, la maison sur ces photos de Noël. Ils allaient tout perdre. Manon, bien sûr, ne pouvait pas aider. Elle se cherchait en Europe à l'époque, lors d'un voyage financé par des cartes de crédit au plafond. Alors, je suis intervenu. Je ne leur ai pas seulement prêté de l'argent. J'ai acheté la maison. C'était un arrangement complexe. J'ai acheté la propriété pour la sauver de la banque, effaçant leurs dettes. Je leur ai permis de continuer à y vivre légalement en tant que locataire, mais je ne les ai jamais traités comme tels. Je leur facturais un loyer qui représentait à peine une fraction du prix du marché, juste assez pour couvrir les taxes foncières et l'assurance. Et même là, il manquait constamment des paiements. J'ai couvert l'hypothèque. J'ai payé pour le nouveau toit l'année dernière. J'ai payé pour la réparation du système de chauffage quand la climatisation a rendu l'âme en juillet. Je me disais que c'était mon devoir. Je me disais que je maintenais la famille unie. Mais debout là, en regardant l'image mentale de Manon riant dans ma salle à manger, j'ai réalisé que je n'avais pas maintenu la famille unie. J'avais financé leur illusion. J'avais besoin d'en savoir plus avant d'agir. J'avais besoin de voir l'ennemi de près. Plus tard cet après-midi-là, mon téléphone a bipé. C'était Manon. Message, salut petite sœur. Tu nous as tellement manqué jeudi. Maman a dit que tu étais super contagieuse, alors nous ne voulions pas prendre de risques. J'espère que tu te sens mieux. L'émoticône à la fin était la cerise sur le gâteau. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. Message, je me sens beaucoup mieux. Triste d'avoir manqué ça. Comment tiens-tu le coup? Maman a dit que les choses étaient vraiment difficiles avec Marc. J'ai regardé les 3 points de sa bulle de saisie rebondir pendant un long moment. Elle élaborait le récit. Message, c'est les montagnes russes. Nous essayons de surmonter cela. Il est passé un moment juste pour garder les apparences devant les parents, mais c'est encore vraiment tendu. Honnêtement, j'essaie juste de survivre en ce moment. C'est si dur de voir tout le monde si heureux quand ma vie s'effondre. C'était magistral. Elle admettait qu'il était là pour garder les apparences afin de couvrir ses traces au cas où je verrais des photos, mais elle maintenait sa position de victime. Message, je peux imaginer, ai-je répondu. Laisse-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Message, en fait, puisque tu le demandes, l'avocat spécialisé en divorce va avoir besoin d'une provision si nous allons jusqu'au bout. Et Marc a gelé notre compte joint. Je ne veux pas demander à maman et papa. Ils sont déjà tellement stressés. Penses-tu que tu pourrais me dépanner de 1850 €? Juste jusqu'à ce que j'obtienne le règlement. J'ai fixé le téléphone. Elle était incroyable. Elle était en train de me mentir sur un divorce qui n'avait pas lieu pour solliciter de l'argent pour un avocat dont elle n'avait pas besoin. Probablement pour financer des vacances ou un nouveau sac à main qu'elle voulait. Et la façon dont elle demandait, si décontractée, si arrogante, elle ne me voyait pas comme une sœur. Elle me voyait comme un guichet automatique bancaire avec un pouls. Elle regardait ma carrière, mes économies, mes fiançailles, et elle ne ressentait pas de fierté. Elle ressentait de la faim. Elle estimait que parce que j'avais plus, elle avait droit à une part. Elle était élégante, elle était jolie, et elle était un parasite. Julien, ai-je appelé d'une voix ferme. Il passa la tête par le couloir. Va chercher la boîte de dossier dans le bureau, ai-je dit. Celle qui porte la mention documents immobiliers. Qu'est-ce que tu cherches, a-t-il demandé. Le contrat de bail, ai-je dit. Et la clause sur la sous-location et les occupants non autorisés. Pourquoi? Parce que, ai-je dit en tapant une réponse à Manon qui disait simplement « Laisse-moi vérifier mes finances et je te recontacter ». Je pense qu'il est temps que la propriétaire rende visite. La boîte de dossier sentait la poussière et le vieux papier, un contraste saisissant avec la cruauté numérique stérile des photos des réseaux sociaux que je venais de voir. Je me suis assise en tailleur sur le sol de mon bureau à domicile, le soleil du milieu de l'après-midi découpant des lignes dures à travers les documents éparpillés. Julien était assis dans le fauteuil derrière moi, silencieux, me regardant travailler avec un regard d'inquiétude qui se durcissait lentement en résolution. Je ne pleurais plus. Les larmes s'étaient taries quelque part entre la 2e et la 3e photo de Manon riant avec son ex-mari.
À leur place se trouvait une énergie froide et vibrante, l'adrénaline d'une personne habituée à résoudre les problèmes qui avait enfin identifié la cause profonde de l'erreur. Le voici, ai-je dit, ma voix atone. J'ai sorti une épaisse liasse de papiers agrafés au coin. Contrat de bail résidentiel. Tu leur as vraiment fait signer un bail, a demandé Julien en se penchant en avant. Je devais le faire, ai-je expliqué en feuilletant les pages. La banque l'exigeait pour le type d'hypothèque que j'ai contracté pour sauver la propriété. C'était techniquement un prêt pour immeuble de placement. Maman et papa l'ont signé il y a 3 ans. Ils ont ri en le faisant. Papa a fait une blague sur le fait que j'étais un marchand de sommeil. Je leur ai dit que c'était juste une formalité. J'ai parcouru les clauses du doigt. Clause 4, loyer. Clause 9, usage des lieux. Clause 14, occupation et invité. Il viole la clause 4 depuis 18 mois, ai-je marmonné. Je n'ai pas appliqué les frais de retard ni les paiements manqués parce que ce sont mes parents. J'ai simplement couvert les frais. Et l'occupation, a demandé Julien. Les séjours des invités sont limités à 14 jours sur une période de 6 mois sans le consentement écrit du bailleur, ai-je lu à haute voix. Marc a pratiquement vécu là-bas par intermittence pendant des années. S'il est de retour, et à en juger par les photos, il n'est jamais parti, ils sont en rupture de contrat. Mais une violation de bail n'était pas suffisante. J'avais besoin de comprendre l'ampleur du mensonge financier. Si Manon me demandait 1850 € pour un avocat spécialisé en divorce alors qu'elle faisait la fête avec son mari, où allait le reste de l'argent? Je dois vérifier la chronologie, ai-je dit, attrapant mon ordinateur portable. Manon a dit que Marc avait gelé les comptes. Elle a dit qu'elle avait besoin d'une provision. Tu ne vas pas vraiment lui donner l'argent, a demandé Julien, les sourcils froncés. Non, ai-je dit en ouvrant un tableur. Je vais appâter l'hameçon. J'ai passé l'heure suivante à reconstruire leur réalité financière. Parce que je payais l'hypothèque directement, je ne voyais pas leurs dépenses quotidiennes, mais j'avais accès à un compte d'urgence joint que j'avais ouvert pour mes parents au cas où. J'y avais déposé 4 600 € l'année dernière pour les réparations de la maison. Je me suis connecté. Solde, 42,50 €. J'ai parcouru l'historique des transactions. Ce n'était pas des réparations. Ce n'était pas des factures médicales. Sephora, Nordstrom, Ticketmaster, un dépôt pour une agence de voyage Paradis Tropical. Les dates coïncidaient parfaitement avec les crises de santé mentale de Manon. Quand Manon était triste, mes parents l'emmenaient faire du shopping. Quand Manon s'ennuyait, ils l'envoyaient à un concert. Ils avaient vidé le fonds d'urgence, mon argent, pour financer le mode de vie de la sœur qui était censée tout perdre. Ils ne sont pas fauchés, ai-je dit. La réalisation m'a frappé comme un coup physique. Ils sont juste fauchés pour moi. Ils ont de l'argent pour Manon. Ils ont de l'argent pour les fêtes. Mais quand l'hypothèque arrive à échéance, ils m'appellent en pleurant à cause de leur revenu fixe. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Manon. Message, salut M. Désolé de te déranger encore. Juste vraiment stressé. As-tu eu l'occasion de vérifier? L'avocat ferme à 17 h. L'audace était à couper le souffle. Elle me pressait. Elle voulait l'argent avant que le week-end ne soit complètement terminé, probablement pour payer la célébration qu'il planifiait actuellement. Elle veut l'argent maintenant, ai-je dit à Julien. Dis-lui non, a-t-il dit. Je ferai mieux, ai-je répondu. J'ai commencé à taper. Message, je peux t'aider, mais je ne peux pas faire de transfert. Ma banque a bloqué les gros transferts à cause de l'alerte à la fraude que j'ai mise en place le mois dernier. J'ai l'argent liquide dans mon coffre-fort à la maison par contre. Je peux te l'apporter demain matin. La réponse fut instantanée. Message, oh mon Dieu, merci. Tu me sauves la vie. Demain, c'est parfait. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement, ai-je répété, lisant le message à la pièce vide. Les mots semblaient visqueux. Elle aime l'accès. Elle aime le filet de sécurité. Tu y vas, a demandé Julien. Tu sais qu'ils vont essayer de te manipuler. Ils vont cacher Marc. Ils vont jouer la comédie. J'y compte bien, ai-je dit, me levant et lissant ma chemise. Je veux voir la performance. Je veux les regarder dans les yeux quand ils me mentent.
J'ai besoin de savoir, Julien. J'ai besoin de savoir s'il y a une partie d'eux qui se sent coupable ou si je ne suis vraiment qu'une ressource à exploiter. Je viens avec toi, a-t-il déclaré. Non, j'ai secoué la tête. Si tu viens, ils seront sur la défensive. Ils feront de toi le méchant. Cela doit se passer entre eux et moi, de fille à parent, de sœur à sœur. Je dois leur donner une dernière chance de dire la vérité. J'ai marché vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. J'ai senti un calme étrange s'installer sur moi. C'était le calme d'un soldat qui a cessé d'espérer la paix et a commencé à se préparer à la guerre. Et s'ils mentent, demanda Julien doucement. Alors je cesse d'être la fille, ai-je dit en me tournant vers lui, et je commence à être la propriétaire. Le trajet vers la maison de mes parents, ma maison, fut 20 minutes d'une nostalgie écœurante. Je suis passé devant le parc où j'avais appris à faire du vélo, le lycée où j'avais été major de promotion alors que mes parents avaient séché la cérémonie pour payer la caution de Manon après une accusation de vol à l'étalage. Chaque coin de rue recelait un souvenir de mon propre statut secondaire. Je me suis garé dans l'allée. C'était une magnifique maison, une vaste demeure coloniale de 2 étages que j'avais dépensé une fortune à entretenir. Et là, garé en plein milieu de l'allée, se trouvait un véhicule utilitaire sport blanc flambant neuf. Il avait encore ses plaques de concessionnaire. Je l'ai fixé. Mon père m'avait dit le mois dernier qu'il ne pouvait pas se permettre de réparer le robinet qui fuyait dans la salle de bain des invités. Il avait pleuré au téléphone à propos du prix des courses. Pourtant, ici trônait un véhicule de 55 000 €. J'ai attrapé mon sac à main. Je n'avais pas les 1850 €. J'avais quelque chose de beaucoup plus lourd, la vérité. J'ai ouvert la porte d'entrée avec ma clé. Je n'ai pas frappé. Je ne frappais jamais à ma propre maison, une habitude qui les agaçait d'ordinaire. Mais aujourd'hui, c'était un choix tactique. Le bruit des rires provenait de la cuisine. C'était ce son chaleureux et bruyant d'une famille heureuse, un son qui d'habitude me réchauffait le cœur, mais qui aujourd'hui me retournait l'estomac. Et puis il a dit, « Garde la bague ». J'ai entendu Manon hurler de rire. « Tu peux le croire ? Tu le mérites, ma chérie », roucoula la voix de ma mère. « Tu mérites tout. » Je suis entré dans la cuisine. Les rires se sont éteints instantanément. C'était comme si quelqu'un avait coupé le cordon d'alimentation d'une radio. Manon était assise au comptoir, portant un peignoir en soie et sirotant un mimosa. Marc, l'ex-mari, était devant la cuisinière en train de faire des crêpes. Mes parents, Gabriel et Henri, étaient à la table, entourés des restes d'un brunch somptueux. Marc se figea, la spatule en l'air. Il m'a regardé, puis a regardé Manon, les yeux écarquillés. « Élodie » s'est exclamée ma mère, se levant si vite que sa chaise a grincé bruyamment sur le carrelage. « Nous ne t'attendions pas avant plus tard. Tu avais dit le matin. » J'ai dit le matin, ai-je dit d'une voix étrangement calme. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Je suis resté là, serrant mon sac à main, regardant ce tableau de déception. Bonjour, Marc. Je pensais que tu déménageais. Où était ce que tu la quittais? Marc s'est raclé la gorge, regardant les crêpes. Salut, Élodie. Nous essayons de régler les choses. Pour les enfants, je veux dire, pour la famille. Régler les choses, ai-je répété. J'ai regardé Manon. Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas dévastée. Elle avait l'air en bonne santé, reposée et élégante. C'était rapide. Jeudi, tu étais suicidaire. Samedi, tu manges des crêpes. C'est compliqué, Élodie, a lancé Manon, son instinct de défense s'activant immédiatement. Tu ne comprendrais pas. Les relations sont complexes. Nous avons décidé d'essayer à nouveau. Est-ce un crime? Non, ai-je dit, mais me mentir en est un. Nous n'avons pas menti, est intervenue Gabriella, se précipitant autour de la table pour essayer de m'embrasser. J'ai fait un pas en arrière et le rejet l'a frappée comme une gifle. Elle s'est figée. Élodie, chérie, nous voulions juste. Nous ne voulions pas te troubler. Nous ne voulions pas gâcher ton bonheur de fiancée avec nos drames. Mon bonheur de fiancée? J'ai ri, un son sec et sans humour. Vous m'avez banni de Noël, maman. Tu m'as dit que mon bonheur était toxique pour elle.
Tu m'as dit que je devais rester à l'écart pour protéger son état fragile. Et pendant que j'étais assis seul à la maison, malade, pensant que je faisais ce qu'il fallait, vous étiez ici à faire la fête. J'ai sorti mon téléphone et montré la photo de Facebook. Jolie robe, Manon, ai-je dit. C'est une nouvelle? Manon a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, est-ce que tu nous espionnes sérieusement en ligne? C'est tellement mesquin, Élodie. Ne peux-tu pas simplement être heureuse que nous soyons de nouveau ensemble? Pourquoi dois-tu toujours tout ramener à toi? À moi. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, les années de manipulation mentale enflammant enfin le combustible que j'avais stocké. Tu m'as demandé 1850 € hier. Tu m'as dit que tu avais besoin d'un avocat pour le divorce. Tu m'as dit que Marc avait gelé tes comptes. J'en avais besoin, a hurlé Manon. Pour le conseil, pour la thérapie, c'est pratiquement la même chose. Et le véhicule utilitaire sport dans l'allée? J'ai pointé vers le garage. À qui est-il? C'est à Marc, a dit mon père Henri pour la première fois. Il est resté assis, regardant sa tasse de café, incapable de croiser mon regard. Il a trouvé un nouveau travail. C'est une prime à la signature. Une prime à la signature? J'ai hoché la tête. Donc Marc a de l'argent. Manon a de l'argent pour des robes. Vous avez de l'argent pour le brunch. Je me suis approché du comptoir où Manon avait laissé son sac à main. Il était ouvert. À l'intérieur, j'ai vu le reflet d'un reçu. Je l'ai sorti avant que quiconque puisse m'en empêcher. Et, rends-moi ça, a hurlé Manon en sautant de son tabouret. Je l'ai tenu hors de sa portée. C'était un reçu d'une bijouterie. Un reçu pour une montre. 1650 €. Daté d'hier. Tu as acheté une montre, ai-je dit en la regardant. Tu m'as demandé 1850 € pour un avocat, et tu as acheté une montre. C'était un cadeau de réconciliation pour Marc, a crié Manon en essayant d'attraper le papier. Dieu, tu es tellement radine. Tu as un emploi payé dans les 6 chiffres, Élodie. Tu as un fiancé riche. Qu'est-ce que 1850 € pour toi? Pourquoi es-tu si obsédé par l'argent? Parce que c'est mon argent. J'ai plaqué le reçu sur le comptoir. Je paie l'hypothèque de cette maison, Manon. Je paie pour le toit au-dessus de ta tête. J'ai rempli le fonds d'urgence que vous avez tous vidé pour acheter des billets de concert et du maquillage. La pièce devint mortellement silencieuse. Mes parents se sont regardés. Ils ne savaient pas que j'étais au courant pour le fonds d'urgence. Tu vérifies le compte, a chuchoté Gabriella, le visage pâlissant. Oui, ai-je dit. J'ai tout vérifié. Élodie, cet argent, c'était. Nous avions l'intention de le rembourser, a bafouillé Henri. Nous avons juste eu quelques dépenses. Manon avait besoin d'eux. Manon avait besoin, Manon avait besoin, Manon avait besoin, ai-je scandé, ma voix tremblant de rage. Et qu'en est-il de ce dont j'avais besoin? J'avais besoin de ma famille à Noël. J'avais besoin que mes parents soient fiers de moi, pas qu'ils me cachent comme un sale secret parce que mon succès rend Manon peu sûre d'elle. Nous sommes fiers de toi, s'est écriée Gabriella, des larmes jaillissant enfin de ses yeux. Mais tu es forte, Élodie. Tu peux gérer les choses. Manon a plus besoin de nous. Elle n'a pas besoin de vous, ai-je dit en regardant ma sœur, qui me fixait avec une haine pure. Elle a 32 ans. Elle doit grandir. Et vous ne l'aidez pas. Vous nourrissez le monstre. Ne traite pas ta sœur de monstre. Henri s'est levé, le visage rouge. Tu es incroyablement irrespectueuse. Tu viens dans notre maison lancer des accusations. Arrêtez, ai-je dit. J'ai levé la main. Répétez cela. La maison de qui? Notre maison, a dit Henri fermement. C'est notre foyer. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme qui m'avait appris à faire du vélo. L'homme que j'avais idolâtré enfant. Et j'ai vu un étranger. Un étranger qui était à l'aise de vivre de ma charité tout en me crachant au visage. Non, papa, ai-je dit doucement. Ce n'est pas le cas. Le silence qui a suivi ma déclaration était différent. Ce n'était pas le silence du choc. C'était le silence d'un changement de pouvoir qu'il refusait de reconnaître. Ne sois pas ridicule,
a dit Gabriella en s'essuyant les yeux avec une serviette. Elle a adopté son ton maternel apaisant, celui qu'elle utilisait pour calmer les colères. Nous connaissons les détails techniques, Élodie. Nous savons que ton nom est sur l'acte, mais c'est un arrangement familial. Nous sommes une famille. Nous ne nous jetons pas les actes de propriété à la figure. Vous m'avez jeté une bague de fiançailles à la figure, ai-je rétorqué. Vous m'avez jeté un divorce à la figure. Vous jetez tout ce que vous pouvez pour me faire obéir, mais dès que j'évoque la réalité, c'est moi qui vous agresse. Tu es hystérique, a ricané Manon, retournant à son mimosa. Elle pensait manifestement que le danger était passé. Pour elle, j'étais toujours la même Élodie, celle qui se plaint mais qui paie toujours la facture. Écoute, si tu ne vas pas me donner l'argent, pars tout simplement. Tu gâches le brunch. Je ne pars pas, ai-je dit. Et je ne te donne pas l'argent. In fait, nous devons parler de l'argent que je vous ai déjà donné. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le dossier. Je n'avais pas seulement apporté le bail. J'avais apporté le grand livre. J'ai fait le calcul hier soir, ai-je dit, ouvrant le dossier sur le comptoir de la cuisine juste à côté de l'assiette de crêpes. Depuis que j'ai acheté cette maison il y a 3 ans, j'ai payé 57 000 € en versements hypothécaires. J'ai payé 11 000 € en taxes foncières. J'ai payé 7 400 € en entretien et réparation. J'ai regardé mes parents. Pendant cette même période, vous m'avez payé un total de 3 700 € de loyer, et vous avez retiré 4 600 € du fonds d'urgence. Et alors, a dit Manon en se grattant un ongle. Tu peux te le permettre. Tu es riche. Je ne suis pas riche, Manon, ai-je hurlé. Je travaille 60 heures par semaine. Je conduis une voiture de 5 ans. J'économise pendant que tu achètes des véhicules utilitaires sport neufs et des montres avec de l'argent que tu n'as pas. Ça suffit. Henri a frappé la table de sa main. Je ne te permettrai pas de nous auditer comme si tu étais un agent du service des impôts. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Nous avons payé pour tes études. J'avais une bourse complète, papa, ai-je crié en retour. Vous n'avez pas payé un centime. Je vous ai envoyé de l'argent pendant ma 3e année quand la voiture est tombée en panne. La vérité flottait dans l'air, laide et indéniable. Ils avaient réécrit l'histoire pour satisfaire leur ego. Dans leur version, ils étaient les prestataires bienveillants et j'étais l'enfant ingrate. Nous t'aimons, Élodie, a plaidé Gabriella, essayant un autre angle. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi essaies-tu de nous blesser juste à cause d'un dîner de Noël? Ce n'est pas juste un dîner, ai-je dit, ma voix baissant d'un ton. C'est le mensonge. C'est le fait que vous m'ayez regardé dans les yeux pour me dire que mon bonheur était un fardeau. Et puis je viens ici et je découvre que la tragédie de Manon était une invention. Je me suis tourné vers Marc. Et toi? Tu vis ici, n'est-ce pas? Marc a regardé Henri, puis m'a regardé. Je veux dire, je reste ici parfois. Clause 14, ai-je dit. Occupant non autorisé. Le bail stipule que tout invité séjournant plus de 14 jours doit être approuvé par le bailleur. Tu es ici depuis des mois. Tu es en infraction. Tu cites un bail? Henri a ri, un son cruel et moqueur. À tes parents? Tu es incroyable. Tu n'as pas de cœur. J'ai un cœur, ai-je dit, des larmes me piquant enfin les yeux. C'est bien là le problème. J'ai un cœur qui continue de se briser chaque fois que je réalise que vous ne m'aimez pas. Vous aimez ce que je fournis. Ce n'est pas vrai, a sangloté Gabriella. Alors prouvez-le, ai-je dit. J'ai pointé la porte. Demandez à Marc de partir immédiatement. Si c'est une question de famille et de respect envers moi, demandez à l'homme qui vit ici gratuitement en violation du bail de partir. Montrez-moi que vous respectez mes limites. La pièce est figée. C'était le test ultime. Choisir la fille qui paie les factures ou la fille et son mari qui les vide. Ma mère a regardé Marc. Elle a regardé Manon, dont le visage était déformé par une grimace. Puis elle m'a regardé. Nous ne pouvons pas faire ça, Élodie, a-t-elle chuchoté. Il fait partie de la famille. Et moi, que suis-je, ai-je demandé. Tu es déraisonnable, a-t-elle dit en détournant le regard. Nous ne pouvons pas le mettre à la rue. Il a un véhicule utilitaire sport flambant neuf, ai-je dit.
Il peut dormir dedans. Non, a dit Henri, raffermissant sa mâchoire. Il reste. Si tu veux jouer à la propriétaire, sois. Mais tu es une mauvaise fille. Une fille cruelle et rancunière. Ouais, a ricané Manon. Retourne à ta vie parfaite, Élodie. Personne ne veut de toi ici. Je les ai regardés. Tous les trois, unis dans leur sentiment de supériorité, unis dans leur délire. Ils croyaient vraiment que je ne ferais rien. Ils comptaient sur ma culpabilité. Ils comptaient sur le fait que j'avais toujours été celle qui cédait. Mais ils avaient oublié que c'était moi qui réparais les choses. Et parfois, réparer une structure nécessite une démolition. J'ai fermé le dossier. J'ai fermé mon sac à main. Très bien, ai-je dit. La colère avait disparu. Je me sentais légère, vide, mais légère. Vous avez fait votre choix. Où vas-tu, a demandé Gabriella, une pointe de panique dans la voix sentant le changement dans mon attitude. Élodie, ne pars pas comme ça. Reste pour une crêpe. Parlons-en calmement. J'ai fini de parler, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Et j'ai fini de payer. Je me suis arrêté sur le seuil et je les ai regardés une dernière fois. Je vous donne 30 jours. 30 jours pourquoi, a demandé Manon. Pour trouver un nouvel endroit où vivre, ai-je répondu. Je vends la maison. Tu ne peux pas, a hurlé Henri en se levant. Tu ne peux pas vendre notre maison. Ce n'est pas votre maison, ai-je dit en ouvrant la porte. C'est mon actif et c'est actuellement un passif. Je le liquide. Élodie, s'il te plaît. Gabriella a couru vers moi. Tu ne peux pas faire ça. Où irons-nous? Manon a besoin de stabilité. Nous sommes trop vieux pour déménager. Tu as une prime à la signature, ai-je dit en jetant un coup d'œil au véhicule utilitaire sport. Et Manon a une nouvelle montre. Vous devriez probablement la rendre. Vous allez avoir besoin de la caution. Je suis sorti sur le porche et j'ai fermé la porte. J'ai pu entendre les cris commencer instantanément à l'intérieur. Manon hurlant, mon père criant, ma mère gémissant. J'ai marché vers ma voiture, les jambes tremblantes, le cœur battant. Mais alors que j'étais assise sur le siège du conducteur et que je tournais la clé, je n'ai pas pleuré. J'ai pris une grande inspiration d'air frais d'automne. C'était la première respiration que je prenais depuis des années qui ne me semblait pas me coûter quelque chose. Je suis sorti de l'allée, laissant les cris derrière moi. J'avais un dernier arrêt à faire. Le bureau de l'agent immobilier était ouvert le samedi. Les retombées n'ont pas été un silence immédiat. Ce fut un vacarme. Pendant les 3 jours suivants, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Ce n'étaient pas seulement mes parents ou Manon. C'étaient les complices, les membres de la famille élargie recrutés pour faire la volonté des narcissiques. Ma tante Lucienne, mes cousins, même ma grand-mère, qui entendait à peine au téléphone, ont laissé des messages vocaux me traitant de sans-cœur, d'ingrate et de froide. Le récit que Manon avait tissé était impressionnant de créativité. Selon les rumeurs familiales, je ne vendais pas la maison parce qu'ils avaient abusé de mes finances et m'avaient menti. Non, je vendais la maison parce que j'étais jalouse de la réconciliation de Manon et que je voulais les punir d'être heureux. J'ai laissé les messages vocaux s'accumuler. Je n'ai pas répondu aux messages textes. J'étais occupé. Je rencontrais une agente immobilière, une femme tenace nommée Karine, qui a jeté un coup d'œil à mon contrat de bail et a dit « Ma chérie, nous aurons cette maison sur le marché d'ici vendredi. » Mais je savais que je ne pouvais pas simplement ignorer toute la famille élargie. Je devais laver mon nom. Je devais anéantir le mensonge. L'occasion s'est présentée mercredi. Tante Lucienne, la matriarche de la famille et la gardienne des commérages, a exigé une médiation familiale chez elle. Si tu as encore un gramme de décence, Élodie, m'avait-elle envoyé par message texte, tu viendras regarder ton père dans les yeux. Je serai là, ai-je répondu. Je suis arrivé chez tante Lucienne à 19h. C'était un bungalow modeste et bien entretenu qui sentait le pot pourri et le jugement. Quand je suis entré dans le salon, j'ai eu l'impression d'être devant un tribunal. Mes parents, Henri et Gabriella, étaient assis sur la causeuse, l'air frêle et tragique. Manon était recroquevillée dans le grand fauteuil, serrant un mouchoir, les yeux rougis par les larmes, une performance digne d'un prix d'interprétation. Marc était là aussi, se tenant de manière protectrice derrière elle, l'air solennel.
Tante Lucienne et l'oncle Michel étaient assis en face d'eux, les bras croisés. « Assieds-toi, Élodie, » a dit tante Lucienne en désignant une chaise en bois dur au centre de la pièce. La chaise de l'accusé. Je suis resté debout. Je tenais un épais classeur noir. Je suis bien debout, merci, ai-je dit, la voix ferme. Julien attendait dans la voiture à l'extérieur. Je lui avais dit que c'était quelque chose que je devais faire seul, mais savoir qu'il était à 10 mètres de là me donnait de la force. Élodie, commença mon père, la voix tremblante. Nous voulons juste comprendre. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi nous jettes-tu à la rue? Est-ce vraiment parce que nous ne t'avons pas invité à Noël? Ce n'est pas à propos de Noël, papa, ai-je dit. Alors c'est à propos de quoi, a lancé tante Lucienne. Parce que d'où je suis assise, on dirait que tu fais un caprice. Ta sœur traverse une période difficile en essayant de sauver son mariage et tu décides de vendre leur maison. C'est vindicatif. Ce n'est pas leur maison, ai-je corrigé. C'est ma maison et je la vends parce que je ne peux plus me permettre de subventionner des gens qui me mentent et qui me volent. Voler? Manon s'est redressée, laissant tomber son mouchoir. Comment oses-tu? Nous n'avons jamais rien volé. Tu nous as donné cet argent. Ah bon? J'ai ouvert le classeur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement marché vers la table basse et j'ai posé le classeur ouvert. Tante Lucienne, ai-je dit en me tournant vers elle. En juillet dernier, maman t'a appelé en pleurant, n'est-ce pas? Elle a dit que la chaudière était cassée et qu'il gelait. Elle a demandé à emprunter 2800 €. Lucienne a cligné des yeux, surprise. Eh bien, oui, c'était un prêt. Ils me remboursent. Ils ne le font pas, ai-je dit, parce que la chaudière n'était pas cassée. J'ai remplacé tout le système de chauffage en juin. J'ai payé la totalité de la facture. Voici la facture de l'entrepreneur. J'ai posé le papier sur la table. Lucienne l'a regardé, puis a regardé mes parents. Henri s'est agité inconfortablement. Et ici, ai-je continué en tournant la page, se trouve un relevé de carte de crédit de cette même semaine de juillet. 2800 € facturés pour un week-end dans un spa de luxe à Bordeaux pour 3 personnes. J'ai regardé Manon. Est-ce que le massage était relaxant? Manon, c'est privé, a hurlé Manon. Ce n'est pas privé quand tu utilises de l'argent volé, ai-je dit, ma voix montant d'un ton. Oncle Michel, je me suis tourné vers lui. Tu as co-signé un prêt pour le projet d'entreprise de Marc l'année dernière, n'est-ce pas? 4600 €. Michel hocha lentement la tête, les yeux plissés. Oui, il a dit qu'il avait besoin de stock. Voici le relevé bancaire de Marc, ai-je dit, posant un autre document. Le jour où le prêt a été versé, 4600 € ont été transférés vers DraftKings et pour un versement de location pour une BMW. Marc est devenu pâle. Où as-tu eu ça? Tu as laissé ton ordinateur portable ouvert à la maison, ai-je dit. Ma maison. Je me suis retourné vers la pièce. Ils n'ont pas payé de loyer depuis 18 mois. J'ai payé l'hypothèque, les taxes, les réparations. J'ai mis en place un fonds d'urgence pour eux, qu'ils ont vidé pour acheter des billets de concert et des vêtements de créateurs. Et quand j'ai demandé un jour de respect, Noël, ils m'ont menti pour pouvoir faire la fête sans se sentir coupable de m'utiliser. Ce n'est pas vrai, a crié Gabriella. Mais elle semblait plus petite maintenant. Nous voulions juste que tout le monde soit heureux. Non, maman, ai-je dit, en la regardant droit dans les yeux. Tu voulais que Manon soit heureuse. Je n'étais qu'un portefeuille. J'ai sorti la dernière preuve, la photo du véhicule utilitaire sport et le reçu pour la montre. Manon m'a demandé 1850 € pour un avocat pour le divorce il y a 2 jours, ai-je dit à la pièce. Elle a dit qu'elle était démunie. Elle a dit que Marc l'avait quittée. Voici un reçu pour une montre de 1650 € qu'elle lui a acheté hier. J'ai regardé tante Lucienne. Est-ce que cela ressemble à une femme qui a besoin de votre sympathie ou est-ce que cela ressemble à une escroc? Le silence dans la pièce était absolu. L'air était lourd du poids soudain et écrasant de la vérité. Tante Lucienne a ramassé le reçu. Elle a regardé la date. Elle a regardé le montant. Puis elle a regardé sa sœur, ma mère. Gabrielle, a dit Lucienne, sa voix dangereusement calme.
Tu m'as dit que tu ne pouvais pas te payer ton insuline. Nous étions serrés ce mois-là, a bafouillé ma mère. Mais tu as acheté une montre, a demandé Lucienne, sa voix montant jusqu'au cri. Tu m'as laissé t'envoyer de l'argent de mon fonds de retraite et tu as acheté une montre? C'était pour Marc, a pleuré Gabriella. Pour sauver le mariage. Sortez, a dit oncle Michel. Il ne me regardait pas. Il regardait mes parents. Michel, s'il te plaît, commença Henri. J'ai dit sortez, a hurlé Michel en se levant. Vous nous avez menti. Vous nous avez utilisés. Et vous avez traité votre fille comme une moins que rien. Manon a tenté une dernière manœuvre désespérée. Elle s'est jetée au sol, sanglotant bruyamment. Vous êtes tous des monstres. Élodie a manipulé les papiers. Elle ment. Elle me déteste. Mais personne ne fit un geste pour la réconforter. Le sort était rompu. Pendant 30 ans, les larmes de Manon avaient été une monnaie d'échange. Aujourd'hui, grâce aux preuves concrètes contenues dans ce classeur, elles étaient une inflation sans valeur. J'ai fermé le classeur. Je n'avais rien d'autre à dire. Je l'ai ramassé, je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Élodie, attends, a appelé mon père, la désespoir dans la voix. Nous pouvons arranger cela. Ne vends pas la maison. Nous paierons le loyer. Nous le promettons. Je me suis arrêté, la main sur la poignée de la porte. J'ai regardé la famille qui m'avait épuisé jusqu'à la corde. Tu n'as pas les moyens de payer le loyer, papa, ai-je dit doucement. Le prix du marché pour l'intégrité dépasse largement ton budget. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Julien m'attendait près de la voiture. Il a vu mon visage, non pas taché de larmes mais déterminé, et il a juste hoché la tête. C'est fini, a-t-il demandé. C'est fini, ai-je répondu. Les 30 jours suivants furent un flou de logistique et de libération. Je n'ai pas communiqué directement avec mes parents. J'ai engagé un gestionnaire immobilier pour s'occuper du processus d'expulsion. Cela m'a coûté des frais supplémentaires d'1 mois, mais le silence en valait chaque centime. Les rapports du gestionnaire immobilier étaient colorés. Apparemment, le déménagement fut chaotique. Il y eut des cris. Il y eut des menaces. Manon a apparemment essayé d'arracher un lustre du plafond, affirmant qu'il s'agissait d'un héritage familial. Je l'avais acheté chez Leroy Merlin en 2024. Mais ils sont partis. Le 31e jour, j'ai traversé la maison vide. Elle résonnait au son de mes pas. Les murs étaient éraflés là où ils avaient traîné leurs meubles. Le tapis du salon était taché de vin. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait l'air usée. Mais pour la première fois depuis que je l'avais achetée, elle me semblait être la mienne. Je ne l'ai pas gardée. Je ne pouvais pas. Les fantômes de mes traumatismes d'enfance étaient peints dans les cloisons sèches. Je l'ai vendue à un jeune couple charmant qui y voyait une première maison, pas une prison. Le marché était porteur. J'ai fait un profit même après avoir remboursé l'hypothèque et les frais d'agence. L'argent de la vente n'est pas allé dans une fiducie familiale. Il n'est pas allé dans un fonds de sauvetage. Je l'ai utilisé pour payer mon mariage. Notre mariage était petit. Il était intime. Il s'est tenu dans un jardin fleuri de la fin du printemps. Il n'y avait pas de siège réservé pour les parents de la mariée. Il n'y avait pas d'enfant prodige faisant une scène ou portant du blanc pour me voler la vedette. Juste moi, Julien et les personnes qui nous aimaient vraiment. Juste avant la cérémonie, alors que j'ajustais mon voile dans la suite nuptiale, on a frappé à la porte. C'était Julien. Il tenait une enveloppe. Cela a été déposé à la porte d'entrée, a-t-il dit, son expression sur ses gardes. La sécurité ne les a pas laissés entrer, évidemment, mais ils m'ont demandé de te remettre cela. J'ai reconnu l'écriture immédiatement. C'était l'écriture de ma mère, bouclée et frénétique. J'ai pris l'enveloppe. Je pouvais en sentir le poids. À l'intérieur, je le savais, il y aurait des pages de culpabilité. Il y aurait des non-excuses. Il y aurait des excuses. Et inévitablement, au bas de la page, il y aurait une demande, un petit prêt pour les aider avec la caution de leur nouvel appartement, dont j'avais entendu dire par les rumeurs qu'il s'agissait d'un appartement exigu de 2 chambres au 3e étage dans un quartier malfamé. J'ai regardé l'enveloppe.
J'ai pensé au Noël que j'avais passé seul. J'ai pensé aux années que j'avais passées à essayer d'acheter leur affection, pensant que si je faisais simplement un chèque assez gros, ils finiraient par me voir. Mais ils ne m'ont jamais vu. Ils ne voyaient que le chèque. « Est-ce que tu veux la lire ?» a demandé Julien doucement. J'ai regardé Julien. J'ai regardé l'homme qui m'avait soutenu quand j'étais malade, qui avait été en colère pour moi quand je ne pouvais pas l'être pour moi-même, qui m'aimait non pour ce que je pouvais fournir, mais pour qui j'étais. Non, ai-je dit. Je ne l'ai pas déchiré. Cela aurait été dramatique. J'ai simplement rendu l'enveloppe à Julien. Jette-la à la poubelle, ai-je dit. Nous avons un mariage à célébrer. La cérémonie fut parfaite. Quand j'ai descendu l'allée centrale, je n'ai pas ressenti l'absence de mon père à mes côtés. J'ai ressenti la présence de ma propre force me portant vers l'avant. J'avais traversé le feu pour arriver ici. J'avais coupé l'encre qui m'entraînait vers le bas depuis des décennies. Plus tard, pendant la réception, alors que le soleil se couchait et que le quatuor à cordes jouait, j'ai pris un moment pour m'éloigner et regarder l'assemblée. J'ai vu mes amis rire. J'ai vu les parents de Julien, qui m'avaient accueilli à bras ouverts, danser. J'ai réalisé alors que la famille n'est pas une question de sang. Ce n'est pas une question d'obligation ou d'histoire. La famille, ce sont les gens qui sont là pour vous quand vous êtes malade. Ce sont les gens qui célèbrent vos victoires sans jalousie. Ce sont les gens qui vous disent la vérité. Je n'étais plus la fille qui avait été délaissée à Noël. J'étais Élodie. J'étais une épouse. J'étais libre. Et alors que je regardais Julien lever son verre vers moi depuis l'autre bout du jardin, son sourire large et sincère, j'ai connu la vérité. Ils avaient dit que ce serait trop douloureux pour ma sœur de me voir heureuse. Ils avaient raison. Parce que mon bonheur ne dépendait plus d'eux désormais. Et c'était la plus grande des vengeances.